Convocation ce vendredi 1er septembre 2023 de l'électorat pour l'élection présidentielle de décembre prochain. Les différents candidats sont donc invités à déposer leur candidature au siège de la CENI. L'opération va durer un mois. Les récentes violences perpétrées à Goma contre les civils ont suscité la colère de l'opposition qui appelle à des enquêtes sérieuses. En réaction, le gouvernement de la République a quant à lui présenté ses condoléances aux victimes. Et puis, l'Union africaine a réagi au coup d'État militaire survenu au Gabon le 30 août dernier. L'institution a suspendu le pays de toutes ses réunions. Entre-temps, le pouvoir militaire devra entrer en fonction ce lundi. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La Commission électorale nationale indépendante a procédé ce vendredi 1er septembre à la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Un tournant important du processus électoral a indiqué le président de la CENI, Denis Kadima. Il a rappelé que son institution s'emploie à satisfaire toutes les conditions pour organiser des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. La cérémonie a eu lieu au siège de la centrale électorale. Glorian Bouya. La tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusive demeure le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prenantes, a fait savoir Denis Kadima. La CENI a démarré ses opérations en procédant à une évaluation sans complaisance de la situation de départ, le corpus des textes juridiques disponibles, son organisation et son fonctionnement, ses moyens techniques et financiers, tout en étant consciente qu'elle allait devoir se livrer à une course contre la montre. Nous sommes aujourd'hui à 110 jours du jour de vote. Au regard du travail déjà accompli, le patron de la centrale électorale a évoqué plusieurs raisons devant pousser les parties prenantes à soutenir ce processus pour le mener à bon port. En voici quelques-unes. La CENI a organisé l'identification et l'enrôlement des électeurs en 4 mois, contrairement au cycle passé. Elle a renforcé les mesures de sécurité en insérant la capture de l'iris pour garantir l'intégrité du vote, un électeur, une voix. Elle possède aujourd'hui un fichier électoral fiable fort de près de 44 millions d'électeurs. Les bureaux de vote de la CENI pourront accueillir pour la première fois les Congolais résidant à l'étranger. Seuls 5 pays sont concernés pour le moment. Les électeurs congolais vont pouvoir cette fois-ci élire les conseillers communaux des communes situées dans les 26 chefs-lieux de province de la RDC. Occasion pour Denis Kadima de lancer un appel à toutes les parties prenantes à soutenir ce processus qui s'engage sur la dernière ligne droite. Denis Kadima persiste et signe. Les élections générales se tiendront le mercredi 20 décembre 2023. À ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral et plus précisément la gestion et la publication des résultats électoraux dans l'opacité et de manière partisane, eh bien, ils se trompent. La CENI ne souscrit pas à cette négativité, à ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique. Nous répondons en 2 mots, sans effet. Par ailleurs, le président de la CENI a rappelé la vision de son institution qui est celle de devenir une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo. Et puis vous le savez, la ville de Goma a été le théâtre d'une terrible violence qui a coûté la vie à 43 personnes à la suite d'une manifestation anti-MONUSCO organisée par les membres de la secte mystico-religieuse Wazalendo. Le gouvernement de la République qui dit soutenir l'enquête en cours a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Dans une interview accordée à la presse, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Dima, est revenu sur les faits ayant conduit à ces événements tragiques. Suivez. Un groupe mystico-religieux qui a apparu ici. Nous le connaissons il y a quelques mois.
Le leader, c'est un prophète, il se dit prophète d'ici moi. Il est originaire du Sud Kivu, mais installé ici. Et la police est allée, donc le 29 soir, pour les encadrer, les empêcher d'aller vers la base de la MONUSCO. Pendant que la police faisait son travail, ils ont arraché un policier, ils l'ont amené chez eux, ils l'ont tué, en portant son arme. Et d'un coup, la manifestation que nous imaginions passive, sans violence, s'est transformée directement en violence. C'est des coups de feu. Mais ils allaient investir la base de la MONUSCO, ils allaient commencer à chasser les Blancs, les Occidentaux, ils allaient commencer à s'attaquer aux ONG et aussi aux forces de l'EAC. Alors, quand ça tire, ce n'est plus une manifestation telle que préconisée, c'est ainsi que l'armée a intervenu parce que ça semble à une manipulation pure et simple avec des jeunes gens drogués qui n'avaient rien à voir avec ces sectes. Pour l'instant, moi-même, j'ai fait, depuis le matin d'hier, j'ai fait le tour de la ville sur les lieux. Ce que moi j'avais vu ensemble avec le médecin et qu'il a consigné à la morgue donc, du Kankatindo à l'hôpital militaire, c'était 6 morts que moi j'ai vus. Donc jusque-là, j'ai dépêché le médecin. Ce matin, il est venu à mon bureau. Des événements qui ont suscité beaucoup des réactions au sein de l'opinion. Lamouka, El Fayoulou et la Lucha sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient de crimes contre l'humanité. Ils appellent également à des enquêtes sérieuses pour établir les responsabilités. De la Senko à l'opposition en passant par la Lucha, les réactions fusent de partout pour dénoncer le massacre des adeptes du mouvement mystico-religieux dit Wazalendo. Pour l'Église catholique via la Senko, c'est une crainte quant à une possible révolution survenant après les élections prévues en 2023. Et l'Église catholique demande à ce que des mesures urgentes soient prises et des enquêtes pour trouver des véritables coupables. Cette crainte n'est pas partagée par tous les membres de la confession religieuse. Pour l'Église des réveils, Dodo Kamba, président de cette plateforme des confessions religieuses, il n'y a aucune crainte quant à une éventuelle révolution. Au contraire, il reste convaincu que Dieu interviendra pour garantir la paix en 2024 et ainsi apaiser toutes les tensions politiques qui pourraient résulter. Côté opposition, c'est la révolte et demande à ce que l'État congolais prenne toutes les dispositions. Côté MONUSCO, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, regrette profondément que la manifestation interdite ait occasionné la mort des civils, des policiers, des membres des forces armées congolaises, ainsi que plusieurs blessés. Selon le mouvement citoyen qui lutte pour la dignité humaine, c'est aussi une désolation, une tristesse après l'assassinat de plus de 50 civils au cours d'une intervention spéciale de l'armée pour empêcher une manifestation exigeant le départ de la MONUSCO à l'appel de l'Église de la foi naturelle judaïque messianique vers les nations. La Lucha dit partager la douleur des familles des victimes de cette tragédie et leur présente leurs sincères condoléances. Le commissaire national des droits de l'homme, Paul Sampo, a tenu un point de presse jeudi pour dénoncer l'agitation de ceux qui ont adressé une lettre anonyme de démission à son endroit. Le président de la CNDH et son comité rejettent en bloc les accusations mentionnées dans la dite lettre. Selon lui, il s'agit d'une tentative de déstabilisation de la commission pendant cette période. Au cours de ces points de presse, le président Paul Sampo a réfuté toutes les accusations adressées contre sa personne et a estimé que cette agitation a pour but de déstabiliser la commission pendant une période aussi cruciale que traverse le pays. Le président de la CNDH s'est dit réservé de saisir l'administration dans les soucis de préserver un climat au sein de la commission qui n'est présentement pas favorable. Les facilitateurs, les experts de la société civile et les nôtres
étaient en ce moment-ci en train de travailler et doivent nous remettre leur rapport d'ici samedi, afin que la plénière siège et qu'on lance notre programme officiel. C'est en ce moment qu'ils ont choisi de nous distraire, voulant nous déstabiliser. Cette institution d'appui affirme que la procédure disciplinaire emploie par ce groupe des commissaires n'est prévue dans aucun texte régissant le CNDH. Car cette procédure n'est prévue par aucun texte régissant la CNDH, ni le règlement intérieur, ni la loi cadre. Toute procédure disciplinaire ne peut se faire que dans le cadre du bureau de la CNDH, qui est le seul organe habilité à en connaître. À cette occasion, la commission a tenu à rappeler que cette agitation observée dans les groupes commissaires signataires fait suite à la décision de l'Assemblée plénière portant avis et propositions de la CNDH sur la mise en place d'une commission d'enquête du feu Chérubin Okende. La commission a par ailleurs affirmé qu'une équipe d'enquête est à pied d'œuvre pour réaliser ce projet. La réserve stratégique nationale RDC veut renforcer son stock de céréales dans le but de lutter contre la crise alimentaire. Ce service spécialisé au sein du cabinet du chef de l'État vient de bénéficier d'un appui important du Programme alimentaire mondial qui se dit prêt à mener cette bataille à ses côtés. Après un an de collaboration, la réserve stratégique générale, service spécialisé au sein du cabinet du chef de l'État, et les programmes alimentaires mondiaux renforcent leur niveau de partenariat à travers un protocole d'accord signé jeudi à Kinshasa. Ces protocoles d'entente visent à établir un cadre de coopération pour la mise en place d'un système national des réserves de céréales, cela dans le but de faire face à la grande insécurité alimentaire à laquelle est confrontée la RDC d'après les chiffres officiels qui indiquent que près de 26 millions de personnes seraient en situation d'insécurité alimentaire. Pour la coordonnatrice de la réserve stratégique générale, la mise en œuvre de ces protocoles d'accord nécessite l'engagement, tous azimuts, des parties prenantes pour atteindre la souveraineté alimentaire. Agissons avec sagesse et agissons vite contre la faim, avec pour ultime objectif d'asseoir une base de souveraineté alimentaire à long terme pour sauver des vies. De son côté, le représentant résident de PAM RDC pense que la signature de ces protocoles d'accord ne se limitera pas sur papier, mais c'est le début d'un partenariat transformationnel. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour marquer une étape cruciale dans notre engagement à relever l'un des plus grands défis auxquels se confronte la République démocratique du Congo, à savoir la question de l'insécurité alimentaire. Nous sommes confrontés à une crise alimentaire qui exige une action urgente, de la collaboration et de l'innovation. C'est précisément la raison pour laquelle nous sommes ici, pour réaffirmer notre volonté d'assurer un avenir meilleur aux habitants de cette grande nation. Cette signature est intervenue en présence du directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des questions économiques et financières et président délégué du comité de pilotage de la RSG. Ces derniers a, au nom du chef de l'État, salué les efforts consentis par les deux parties dans l'aboutissement de cette initiative. La communauté Suki de Kinshasa a reçu leur fils Senghor Malemba qui a été élevé en qualité du secrétaire général du parti politique UDPS dont Hubert Mukuna est président du parti. C'était au terrain municipal de Massina le week-end dernier. La tribu Suki de Kinshasa a réservé un accueil chaleureux à l'un de leurs, Senghor Malemba Siangoluzako, qui vient d'être nommé secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social par son président Hubert Mukuna. Satisfaite, la communauté Suki de la capitale remercie le numéro 1 de ce parti politique du choix judiciaire porté sur leur fils du terroir dans l'espace Léopoldville constitué de Grand Bandundu et du Congo central. C'est plus de 35 ans. Moi, Evoliak, étant que Moussou, secrétaire général de l'UDPS. C'est-à-dire, mon quatrième parti, il y a notre premier ministre qui est parti. Cette communauté remercie également la famille biologique du sphinx de Limété, le feu docteur Étienne Tshisekedi, pour la création de ce parti politique qui redore l'image de la République démocratique du Congo avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi. Senghor Malemba
a reçu de présents de la part de ses sœurs et frères, dont une lampe comme symbole de la victoire face aux ténèbres. ICN Global Leadership Summit Award a tenu un sommet économique et business de haut niveau le 31 août à l'hôtel du fleuve Congo. Le but était d'explorer et faire découvrir le potentiel économique inouï de la République démocratique du Congo. Plusieurs autorités y ont pris part, notamment le patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba. La République démocratique du Congo, au cœur des enjeux économiques africains, c'était le contour des assises du sommet à Changes Nation Global Leadership Summit and Hours, qui a débuté par une conférence autour du thème « Transformation du potentiel de la République démocratique du Congo et industrialisation de l'Afrique » sous le haut parrainage de Guy Luando, ministre de l'Aménagement du Territoire. Ce dernier a remercié le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui place la RDC au cœur de tous les enjeux économiques africains. Je suis convaincu vu la qualité de tous les intervenants dans le cadre du panel, nous allons tous apprendre, non seulement dans le cadre de leadership de qualité, mais également de ce dont nous avons besoin, nous, comme dirigeants, comme gouvernement, mais également la population ici représentée par certainement toutes les couches de la vie nationale. Les assises se sont ainsi poursuivies dans la soirée par une remise de trophées aux différents nominés, parmi lesquels Guy Luando, 5 titres de docteur aux experts économiques et l'artiste musicien Inosbi. Des performances scéniques, danse et chant ont clôturé en bonté cette manifestation. Et puis la directrice générale du Fonds pour la promotion culturelle, Barbara Kanam, a rencontré le président et vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, occasion pour les deux parties de parler de la redevance ad valorem. Vous savez que la FEC est un partenaire de premier plan du gouvernement et donc du FPC. Et nous sommes venus échanger sur les questions des taxes redevance ad valorem. Des questions liées à la redevance ad valorem au cœur de ces échanges entre la directrice générale du Fonds de promotion culturelle et le président de la Fédération des entreprises du Congo. Autre thématique abordée, la promotion de cette structure étatique. Les opérateurs économiques sont censés s'acquitter auprès du FPC et voir dans quelle mesure nous pouvons créer un cadre de collaboration pour que le FPC puisse accomplir sa mission. Nous sommes tous partie prenante dans cette grande mission qui est de mettre en avant notre culture, de financer les projets culturels et nous avons donc besoin de son implication. Voilà de quoi faire réagir le président du patronat congolais, Albert Yuma. Elle a trouvé une bonne réponse. La FEC respecte les textes de loi et en l'occurrence les textes qui régissent le FPC. Beaucoup de nos membres sont des redevables légaux du FPC, donc on lui a confirmé que nous allons continuer ce qu'on a toujours fait, encourager nos membres à s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis du FPC. Depuis son avènement à la tête du Front de promotion culturelle, la directrice générale Barbara Moutound Kanam s'est donnée pour mission de faire de cette entreprise un levier du développement de la République démocratique du Congo, tel que voulu par le président de la République lui-même. En dehors de nos frontières, les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se sont réunis jeudi pour examiner la situation au Gabon. L'organisation continentale condamne fermement la prise de pouvoir par les militaires et décide de suspendre immédiatement la participation du pays de toutes les activités de l'UA, de ses organes et institutions. Une décision rendue publique à travers un communiqué. Après le renversement samedi du président Ali Bongo, les voix ne cessent de s'élever de tous bords. La plus récente en date est celle de l'Union africaine qui condamne fermement la prise de pouvoir par des militaires en République du Gabon et suspend le pays de son institution. La décision a été prise à l'issue de la réunion jeudi de l'organisation continentale. Outre cette réaction, l'opposant gabonais Ondo Ossa sort de son silence jeudi et affirme que la prise de pouvoir des militaires dans son pays était une révolution des palais qui maintient en place le système Bongo. Il faut situer les choses dans leur contexte. D'abord, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. La question ne se pose pas. Il faut aller au comptage des urnes et donner les véritables résultats. Là, on saura qui est légitime. Je demande qu'on donne les véritables résultats qui sont connus de toutes les missions diplomatiques.
La principale plateforme de l'opposition au Gabon a demandé hier aux militaires qui ont renversé le président Ali Bongo Ondimba d'achever le comptage des bulletins de vote pour reconnaître la victoire de son candidat. Le nouvel homme fort du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, sera intronisé lundi, président d'un pouvoir de transition à la durée encore indéterminée. Et puis une page noire dans ce journal pour terminer, c'est ce vendredi qu'est intervenue la levée de la dépouille mortelle de Laetitia Batouamba, journaliste congolaise, de l'hôpital du Cinquantenaire à l'église de Notre-Dame de Lingwala. Le cortège était accompagné des confrères journalistes en signe de solidarité et d'unité, valeur prônée par Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, qui était à la tête de cette forte délégation. On l'écoute. Laetitia une jeune dame, non seulement très belle, mais très intelligente, très sociable. Elle savait respecter chacun selon son rang. Elle ne mettait jamais en difficulté les rôles de chacun. Elle savait s'adresser à quiconque dans des termes qui conviennent. Et je l'ai vu exercer son métier, travailler avec ses amis, ses collègues, dont le deux qui était ici, Mme Kassalam, du normal qu'il a. Aujourd'hui, Dieu a préféré qu'elle nous quitte. Mais qu'on sache que cette terre des hommes, il faut marquer son temps. Et il a effectivement marqué son temps. En 2016, au mois de décembre, je suis appelé par M. Ramazan Chadari pour être son conseiller en communication. À l'époque, il devenait, à la suite du dialogue de la Cité de l'Union africaine, vice-premier ministre de l'Intérieur. 3 mois après, il me présentera une demoiselle comme devant être l'une des attachées de presse pour travailler à mes côtés. C'est alors que j'ai fait connaissance avec Laetitia et nous avons travaillé vraiment d'arrache-pied, une fille vraiment ouverte à la collaboration, une fille pleine de dignité, pleine de courtoisie, bien éduquée et qui était réceptive à tous les conseils. Je l'ai encadrée sur le plan professionnel, au même titre que sa consoeur grâce à la Montréal 50. Que son âme repose en paix. On va prendre à présent les rappels des titres. Convocation ce vendredi 1er septembre 2023 de l'électorat pour l'élection présidentielle de décembre prochain. Les différents candidats sont donc invités à déposer leur candidature au siège de la CENI. L'opération va durer 1 mois. Les récentes violences perpétrées à Goma contre les civils ont suscité la colère de l'opposition qui appelle à des enquêtes sérieuses. En réaction, le gouvernement de la République a quant à lui présenté ses condoléances aux familles des victimes. Et puis l'Union africaine a réagi au coup d'État militaire survenu au Gabon le 30 août dernier. L'institution a suspendu le pays de toutes ses réunions. Entre-temps, le pouvoir militaire, lui, devra entrer en fonction ce lundi. On va prendre la revue de presse à présent. Comme annoncé, la revue de presse d'aujourd'hui, c'est avec Benjamin Moudiata qui va me rejoindre sur ce plateau, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci à vous Christian et bonjour à tous. Alors le premier sujet que vous avez retenu est chauffouré à Goma. Le bilan passe de 7 à 43 et les tabloïds en parlent. Eh bien Christian, le sujet a fait la une des tabloïds parus ces dernières 24 heures dans la capitale de la République démocratique du Congo. Les bilans qui ne fait que s'alourdir est le titre à la une de l'ACP tel que vous pouvez le voir, qui dans ses colonnes intérieures souligne en rapport avec le Ouazalendo que ces mouvements
prétend combattre le M23 et l'armée rwandaise afin de les bouter hors de nos frontières depuis bien longtemps. Et à la une des coups news, l'on peut lire à Goma une marche contre la MONUSCO tournant au carnage. Ce média Christian rapporte sur la toile une série de véhicules des FARDC entassant des corps sans vie a suscité une vague d'indignation dans l'opinion publique congolaise. Dans ces vidéos filmées, ajoute l'article, dans un quartier de Goma et largement partagé sur les réseaux sociaux, ajoute-t-il, l'on aperçoit des militaires portant de tenues d'une unité d'élite de FARDC jeter une dizaine de corps sans vie à l'arrière d'un véhicule militaire et certains cadavres sont traînés au sol et recouverts de sang. Manifestation violente mercredi à Goma, 43 morts et 50 blessés avancent les gouvernements congolais. C'est les titres à la une du média Forum des As, comme vous pouvez le voir sur cet écran. De son côté, le média soulève, Christian, que les réactions des acteurs politiques n'ont pas tardé à tomber. Cette altercation meurtrière, les réactions des acteurs politiques après cette altercation entre les forces de l'ordre et les adeptes de l'église Wazalendo, selon lesquels Katumbi, Lubaya et Fayoulou Martin dénonceraient un crime contre l'humanité, comme je l'ai suivi dans votre journal. Ils demandent donc qu'une enquête soit diligentée à Goma. Les acteurs des tueries ainsi que leurs commanditaires doivent être identifiés, traduits en justice et condamnés avec sévérité. Aucun crime ne peut rester impuni, a martelé personnellement Moïse Katumbi. Alors le second sujet, le tout dernier justement que vous avez retenu pour aujourd'hui, 50 jours après le décès de Chérubin Okende, le tabloïd revient sur le sujet pour parler des enquêtes notamment. Eh bien justement, Christian, à en croire Africa News, qui aborde à la une, tout serait parti d'une note de l'ANR exploitée par Jeune Afrique. Qui a tué Chérubin Okende et pourquoi? 2 mois après le meurtre de l'ancien ministre congolais des Transports, la question demeure sans réponse, comme le dit cet article, et la famille du défunt continue de réclamer que son corps lui soit rendu. On en sait davantage, en revanche, sur les circonstances de sa mort. Jeune Afrique a en effet eu accès, selon lui, à une note confidentielle Christian rédigée par le département de la sécurité intérieure de l'Agence nationale de renseignement. Poursuit l'article Christian, Chérubin Okende, selon plusieurs sources citées par l'article, serait mort par asphyxie. Pour renchérir, Ouragan l'a épinglé à la une, tel qu'on peut le lire. Okende, mort par asphyxie, révèle Jeune Afrique, qui affirme que Chérubin Okende, qui affirme, Christian, que c'est une conclusion tirée par des enquêteurs de l'ANR. Mais ce qui semble être rouge d'un côté, Christian, peut aussi être vu comme du blanc de l'autre côté. Dans les corps de son article, ce média laisse entendre, là on parle bien sûr de l'avenir, qui a titré de son cas, qui est convaincu, n'est-ce pas, que c'est qui circule sur la toile, étant comme un rapport de l'ANR, c'est faux. Dans le corps de son article, ce dernier laisse entendre que plus de 2 mois après la mort de Chérubin Okende, les enquêteurs n'ont toujours pas rendu leur rapport sur les circonstances du décès. Donc, c'est une grande surprise qu'un document soit présenté comme un rapport de l'ANR circulant dans les réseaux sociaux et relayé par certains médias. Des questions restent donc suspendues, Christian, en rapport avec les enquêtes d'après plusieurs qui semblent stagner. Je vous remercie de votre présentation, monsieur Benjamin Moudiata. C'est moi qui vous remercie, Christian. Voilà qui met fin totalement à ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi depuis Rabat, au Maroc, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.